Vous le voyez, on n'y est pas. Alors, je compte sur vous. Et un zoom aujourd'hui avec François Devoyer, chef d'entreprise, président du Cercle Audace. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre Bergeron. Alors, est-ce que vous pouvez commencer, François Devoyer, par nous présenter ce collectif, le Cercle Audace ? Tout à fait. Alors le Cercle Audace, c'est la continuité, c'est la descendance du collectif Audace qui a été créé en 2014. C'était le premier collectif lié à l'époque au Rassemblement Bleu Marine. C'était un collectif d'entrepreneurs et qui a eu très vite une vie propre, une grande activité. Et nous avons déployé cette activité tout au long de la campagne présidentielle 2017. En essayant d'agréger tant que possible des entrepreneurs, en rédigeant une bonne partie du programme spécifiquement entreprise, pas macroéconomique, bien entendu, également logistique, toute la partie logistique. Et puis j'ai été amené à rédiger quelques discours au cours de la campagne. Donc nous avons joué un rôle important et il m'a semblé, après, en faisant le constat de ces présidentielles 2017, que nous aurions un rôle plus important à jouer, plus utile pour l'avenir de notre pays en devenant indépendant. Donc avec l'accord de Marine Le Pen, nous avons effectivement pris notre indépendance et nous travaillons depuis à l'Alliance des droites. Donc le lancement du nouveau cercle a été fait l'an dernier, en 2018, le Cercle Audace, donc avec la présence de Marion Maréchal sur le thème de l'Alliance et du dialogue des droites. Justement, cette union des droites, pourquoi pensez-vous qu'elle est possible ? Elle est possible parce qu'on a déjà en réalité un dialogue et des accords essentiels sur l'essentiel avec des gens d'autres formations politiques qui nous ressemblent. C'est-à-dire les gens de DLF, les gens du Rassemblement National, les gens de LR, en particulier à la génération des moins de 40-50 ans, tombent entièrement d'accord sur le principal, c'est-à-dire l'identité globalement, la fiscalité, globalement aussi la place de l'État sur les questions stratégiques. Et donc sur le terrain, le travail est fait. Maintenant, c'est au niveau des appareils qu'il va falloir forcer les choses. Alors certains s'écroulent, donc cela laisse un espace, c'est le cas des LR aujourd'hui. Certains n'ont pas forcément la culture de l'alliance et du dialogue, mais je pense que par exemple le Rassemblement National, qui était sur ce type de position, est en train d'évoluer. Et justement parce qu'ils ont un socle très solide aujourd'hui, ils peuvent plus que jamais se permettre de s'adresser à des électeurs d'autres formations politiques, mais surtout à d'autres appareils, à d'autres associations qui certes sont indépendantes, mais pourront demain travailler sur des projets communs avec le Rassemblement National. Est-ce que justement cet aspect multifacette politique, vous l'avez en votre sein ou dans le Cercle Audace ? Tout à fait. Alors on a intégré dans le conseil d'administration des gens justement DLR, donc on a 2 personnes venues des Républicains, on a 2 personnes venues du Rassemblement National, une de Debout la France et enfin quelqu'un du PCD. Donc on a cherché à représenter cette diversité des courants de la droite au sein de notre... Et puis parmi les adhérents et les sympathisants réguliers de notre association, on a effectivement tout prisme de la droite et c'est très agréable de voir que c'est possible, qu'il y a une grande convivialité, c'est essentiel aussi. Et vous savez, quand vous passez un bon moment avec quelqu'un dont vous croyez être très étranger, eh bien finalement c'est très délicat ensuite d'asséner des horreurs à son sujet. Donc c'est aussi par ces moments de convivialité, au-delà du travail intellectuel et du travail de fond, qu'on va casser les barrières demain. Pourquoi vous pensez, cette union de la droite, qu'elle est souhaitable pour le pays ? Parce que, alors d'abord, ce n'est pas une fin en soi, bien sûr, c'est un préalable. Moi, je considère, j'entends beaucoup de choses aujourd'hui, les nouveaux clivages, populisme, libéralisme, antilibéralisme, mondialisme progressiste. Je considère que ces clivages, ils ne sont pas faux, bien entendu, mais ils polarisent bien davantage que le clivage de gauche-droite. D'abord, la réalité, c'est que souvent dans ces clivages, on retrouve les vieilles catégorisations gauche et droite. Vous prenez libéralisme, antilibéralisme, évoqué tout à fait justement par
Patrick Buisson, en fait, cela recouvre la droite et la gauche du 19e siècle. C'est la Restauration et la monarchie de Juillet. Il y avait déjà cette polarité droite-gauche. On appelait à l'époque la résistance et le mouvement. On peut lui donner les termes que l'on souhaite. Mais je pense que l'avantage de la droite et de la gauche, c'est que justement, c'est suffisamment flou pour qu'on puisse s'entendre sans commencer par batailler et s'écharper sur la sémantique. Et ça, c'est un grand problème de la droite, c'est qu'à force de s'engueuler parce que l'un mettrait le curseur du conservatisme un peu trop, de façon trop importante, l'autre celui du libéralisme, eh bien on oublie l'essentiel qui est de gagner un combat commun et surtout d'avoir un programme commun. Je pense bien sûr à l'immigration, qui est aujourd'hui le compte à rebours inéluctable et qui fera que si on laisse les choses se passer comme elles semblent se passer, c'est-à-dire avec des arrivées massives, on ne pourra plus changer quoi que ce soit. Alors là, les combats conservatisme, libéralisme, populisme ou réaction ouais. n'auront plus aucun sens. Si vous voulez. Donc les téléspectateurs l'ont compris, vous êtes un satellite du Rassemblement national, même si vous avez votre propre indépendance. Qu'est-ce que vous pensez actuellement du positionnement politique de ce parti ? Alors, nous ne sommes vraiment plus du tout satellite du Rassemblement national. On a toutes les composantes, on est pleinement indépendant et on tient beaucoup à cette indépendance. D'ailleurs, on aimerait parfois un peu plus de dialogue avec les gens du Rassemblement national. Moi, je pense que le socle du Rassemblement national aujourd'hui est très solide. On a vu une campagne par Jordan Bardella, vraiment exemplaire. Il a fait un sans faute, jeune homme brillant qui a montré les plus grandes qualités, un électorat fidèle, mais on s'est aussi rendu compte qu'il n'y aurait pas de victoire solitaire. Donc il est indispensable, à nos yeux, de favoriser l'émergence d'un autre courant qui doit être indépendant, vraiment indépendant, c'est-à-dire pas inféodé, sans lien, en dehors bien sûr de liens ponctuels, de dialogue. Il faut donc un mouvement tel... À côté du Rassemblement national, qui concurrencerait le Rassemblement national. Je ne pense pas qu'il y ait de concurrence. Je pense qu'il y a toute une droite orpheline aujourd'hui qui ne va pas voter, ne s'est pas déplacé. Dire 50% de l'électorat de François Fillon n'a pas été voté. Ce sont des gens qui pourtant se déplaçaient davantage que le reste de la population. On a aujourd'hui une division en tout petits partis aussi qui, à mon avis, est assez inutile. Et donc il y a la place pour un mouvement, pour une formation, je ne sais pas comment le nommer. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce type de lancement. Est-ce qu'il faut sortir, selon vous, du modèle partisan ? C'est possible, mais ça, je pense que ça va se construire dans les mois et les années à venir. C'est-à-dire là, je pense que l'heure est à la coordination, justement entre toutes ces associations qui gravitent dans cette alliance des droites, avec chacune leur spécificité. Eh bien, elles discutent ensemble. Apparemment, messieurs Zemmour et Buisson seraient actuellement en train de construire une plateforme. Est-ce que ça favorise l'émergence de quelque chose ? Si cette plateforme est capable d'accueillir largement différents courants sans sectarisme, bien entendu, ce sera extrêmement utile. Donc là, c'est le temps de l'entente et de la coordination. Je pense justement que Patrick Buisson ou Éric Zemmour, s'ils ont ce type de projet, ont eu la finesse de ne pas le lancer avec fracas immédiatement et d'occuper le terrain, j'allais dire, de façon artificielle. Je pense que justement, ils ont conscience qu'il faut du temps pour que chacun discute, parce qu'une chose qui ne pardonnera pas, c'est la désunion. Ça, les électeurs ne le pardonneront pas, et je pense qu'on perdra définitivement cette droite que j'appelle orpheline ou hors les murs, et ces gens déçus par LR, et ces gens qui peut-être ne se retrouvent pas pleinement au Rassemblement national. On les perdra si on ne donne pas une image d'union. On a un créneau incroyable, c'est vrai, parce que l'effondrement de LR ouvre en fait un espoir incroyable de reconstruire quelque chose. Est-ce que ce sera au sein de LR, est-ce que ce sera en dehors ? C'est à voir, mais il ne faut surtout pas gâcher les choses en avançant trop vite. Cette union pour la victoire que vous évoquez, François Devoyer, est-ce que vous pensez que c'est le modèle qu'a emprunté la Lega, ce parti italien qui coordonne le gouvernement avec le mouvement 5 étoiles ? Alors, moi je suis admiratif bien sûr du travail de la Lega, particulièrement de Matteo Salvini. Il faut se souvenir que d'abord la situation italienne est réellement très différente de la situation française. C'est un pays divisé géographiquement, ce qui n'est pas le cas de la France. Dieu sait qu'on a des fractures dans tous les sens, mais on n'a pour le moment pas de fracture nord-sud, est-ouest majeure, disons. Donc il y a la spécificité de la situation italienne est importante. Il faut aussi se souvenir d'une chose, c'est que la Ligue du Nord, à l'origine,
avant le choix stratégique de Salvini d'étendre le programme et la proposition politique à tout le territoire italien, s'appuyait sur un tissu industriel et une bourgeoisie du nord de l'Italie. Ce qu'aujourd'hui le Rassemblement national tente de faire, mais n'est pas encore parvenu à faire. Donc, bien sûr, la Lega est inspirante. D'abord, le goût de la victoire, ça donne toujours envie de travailler plus que jamais. Cependant, il ne faudrait pas reproduire exactement les mêmes... voilà, c'est pas le même paradigme. Je ne crois pas en l'alliance des populismes, elle n'est pas suffisante. Je pense qu'on aura de toute façon besoin d'une partie de la bourgeoisie. On aura de toute façon besoin d'une partie de la ruralité qui n'est pas populiste. Des conservateurs et des libéraux, effectivement. Peut-être, pourquoi pas d'ailleurs, un pôle souverainiste. Tout cela, c'est aujourd'hui qu'il faut le construire et je suis très heureux parce que pour le moment, vous évoquiez Éric Zemmour, Patrick Buisson, je pensais bien sûr à Marion Maréchal également, même à pas mal de cadres LR, et au Rassemblement national, personne ne crache sur l'avenir. C'est une très bonne nouvelle. Enfin, on n'a pas de position absurde, de principe. Donc, continuons comme cela, construisons, coordonnons-nous, et on a peut-être très bon espoir cette fois-ci de pouvoir lancer quelque chose de solide dans les mois à venir. Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous êtes un proche de Marion Maréchal. Quelle stratégie suit-elle depuis les élections européennes avec ce retour médiatique assez remarqué ? Alors, je ne crois pas qu'on puisse parler de stratégie. Elle a simplement pris acte du fait qu'elle, j'allais dire en dépit de son plein gré, comme disait l'autre, qu'elle jouerait un rôle et que sa voix était entendue. Mais ça, c'est depuis vraiment le résultat des élections européennes qu'elle a pris conscience de cela ? C'est depuis son retrait. C'était pas du tout... personne ne pouvait prévoir que les journalistes, le peuple français, l'Institut de sondage d'opinion, continuerait à la placer parmi les personnalités préférées et les plus écoutées. Son intervention sur LCI a fait le double ou le triple de l'audience habituelle, alors que c'était un dimanche à 32 degrés à 18h. C'est tout à fait étonnant. Alors pourquoi ? Pour moi, la première question, avant de parler de stratégie, parce que je ne pense pas qu'elle est elle n'a aucun plan machiavélique, c'est que justement, elle représente une permanence. Elle représente une stabilité dans un monde très mouvant, très fluide, comme le disent nos adversaires, et je pense que c'est très rassurant pour les gens. Et c'est pour ça que sa voix est écoutée. Elle a aussi, c'est une chose importante, que les gens sentent le sens du devoir. Et c'est ce qu'elle a voulu dire, en fait, par son appel, justement, sur LCI. C'est « je ne me déroberai pas, j'ai conscience que ma voix est écoutée, il y a cet effondrement de la droite qui laisse une place enfin à une politique d'alliance et de dialogue, à un changement stratégique majeur, j'apporterai ma pierre à cet édifice. » Elle n'a pas dit « je vais prendre la tête d'une future formation politique ou je vais être candidate à je ne sais quelle élection ». Pas du tout, ça n'était pas. Il faut vraiment l'écouter. Ce qu'elle dit généralement est assez clair et on est vraiment sur cette notion de « je ne me déroberai pas, je suis entendu, j'en prends acte et donc effectivement je participerai à ma mesure de directrice de l'ICEP, de personnes médiatiques, à cette construction d'une alliance demain. Est-ce que vous pensez que les idées nationales, que les idées patriotes doivent toujours être incarnées par un membre de la famille Le Pen ? Est-ce que vous ne pensez pas que les Français en ont marre, ou peut-être que avec toutes ces années où les médias ont tapé sur cette famille, c'est rentré dans les esprits que les Le Pen, c'est le diable en gros, et est-ce que vous ne pensez pas que ça peut nuire aux idées nationales ? Je ne pense pas, parce qu'encore une fois, elle n'est pas candidate, elle ne veut pas être l'incarnation aujourd'hui d'un mouvement. Elle est simplement un des acteurs de ce mouvement, de fait. Elle a été presque un peu forcée. Vraiment, ce serait une grave erreur de chercher tout de suite à incarner et à lancer des candidats pour 2022. Ce serait totalement contre-productif et je pense que ça nous ferait perdre tout espoir de gagner, quelle que soit la personne qui sortirait de cette incarnation. Elle a un rôle à jouer, pour le moment elle le joue. Elle le joue comme il faut, à sa place. Il faut avant tout travailler aujourd'hui sur l'union et la structure. Ça n'est pas le moment de la personnalisation et de l'incarnation.
Chaque chose en son temps. Et je pense pas, encore une fois, elle n'est pas acharnée, c'est pas une ambitieuse, elle ne se rase pas le matin en pensant à quelque élection que ce soit. Elle se coiffe pas. Donc elle ne se coiffe pas. Et c'est très important de s'en souvenir. Quand je lis parfois certains articles, c'est idiot, les gens la connaissent mal et voilà, c'est pas du tout dans sa personnalité. Et stratégiquement, au sens large, si on estime effectivement qu'il y a un camp de droite, un camp de la résistance, de la volonté de transmission, bref, de toutes les valeurs qui nous unissent, eh bien, ce serait une très grave erreur de chercher à trouver une incarnation trop tôt. Je crois d'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, Marine Le Pen non plus ne cherche pas tout de suite l'incarnation. Elle a raison. Qui que ce soit qui se considérerait comme incontournable aujourd'hui ferait une erreur stratégique. Je pense que c'est la stratégie, c'est le dialogue. Le RN d'ailleurs le fait intelligemment avec la création de la droite populaire d'un côté et avec M. Cotarac de l'autre sur la gauche. Je pense que c'est exactement le type de mouvement qu'il faut envisager. Je pense que LR a intérêt à changer de positionnement stratégique et donc espérons que nous continuions justement dans cette belle voie. On évoquait tout à l'heure, François Devoyer, les résultats des élections européennes. Comment est-ce que vous analysez la débâcle des Républicains si justement vous êtes en quête d'union avec ce parti ? Alors, je pense que la débâcle est liée à trois sujets principaux. D'abord, une accumulation de trahisons. C'était écrit depuis longtemps, quand on n'a pas souhaité passer le Karcher à l'époque de Nicolas Sarkozy, quand on a fait signer, et tous les parlementaires l'ont fait, le traité de Lisbonne en 2009 qui s'asseyait sur la souveraineté populaire du référendum de 2005, il ne fallait pas s'attendre à ce que les gens continuent à vous faire confiance. Il y a eu peut-être une trahison encore plus grande, à mon avis, c'est l'appel de François Fillon à voter pour Emmanuel Macron à 20h02. Au soir du quelque chose de tour très de la indécent. présidentielle. Oui. Beaucoup de gens se sont dit à quoi sert finalement de voter pour un parti qui va se rallier immédiatement et dont parfois on a le sentiment qu'il cherche même à préparer exactement. C'est ce que l'on voit quand on a un Claude Goasguen qui dit il faut tout de suite se mettre avec En Marche pour éviter Hidalgo. Vous ne pouvez pas faire rêver les Français avec ce genre de calcul. Ça n'est pas possible. La deuxième chose, ils ont payé bien sûr une stratégie défaillante depuis longtemps, c'est le cordon sanitaire. On ne peut pas d'un côté faire du pied au Rassemblement national, parler d'identité, serrer les muscles et fermer le poing. Mais comment de vous l'autre, l'expliquez ce rejet centre. alors que justement vraiment on s'en aperçoit dans les études d'opinion que la base de l'électorat des Républicains est pour des alliances avec le Rassemblement national. Comment vous expliquez ce rejet des cadres républicains ? Parce que les élus vont à la gamelle et ils ne souhaitent pas entendre leurs électeurs. Il faut voir que les élus de LR, pas tous, parce qu'il y a en réalité des gens vraiment très C'est vraiment très un blocage solides, idéologique ou ça va au-delà ? Je pense qu'il y a vraiment l'effet gamelle. Donc on oublie malheureusement ce que l'on est en tant qu'élu, c'est-à-dire qu'on représente la souveraineté du peuple. C'est un mandat qui devrait peser de toute sa gravité sur les épaules de ceux qui l'ont reçu. Et ça, malheureusement, beaucoup d'élus l'ont oublié. Et puis il y a, j'allais dire, un phénomène de long terme, c'est un phénomène de rente. C'est-à-dire que les élus républicains, ils sont tellement habitués à avoir facilement pu récupérer telle ville, conserver leur région, occuper les départements, qui se sont habitués à cette gestion à la petite semaine. On s'entendait bien avec l'opposant parce qu'on savait qu'on allait le remplacer au mandat suivant. Et ils ont oublié de garder les pieds dans la glaise et d'aller voir leurs électeurs. Donc je pense qu'il y a ces deux effets qui expliquent l'échec de LR et la différence majeure entre l'électeur et l'élu. Après, il ne faut pas oublier la schizophrénie de ces élus LR. Ces gens-là, quand vous les croisez à domicile, ils sont droitards. Ils vous tiennent des discours parfois beaucoup plus radicaux que ceux que peuvent tenir des représentants du Rassemblement national. Mais dès qu'ils sont sur un plateau, la peur de ne pas plaire, je vous dis, il y a cet esprit de rente. Oui, puis l'esprit de rente, l'habitude de ne pas froisser, de ne pas choquer. Mais je pense qu'LR a encore une chance, parce que quand je vous parlais de formation, moi, si les LR changent de stratégie, et disent on est prêt à ouvrir le dialogue ponctuellement sur quelques sujets, sur quelques élections, sur quelques enjeux locaux avec le Rassemblement national. On est prêt à travailler non pas à une fusion, non pas même à une alliance, simplement à un dialogue très très défini
dans le temps et j'allais dire dans la thématique. Mais moi, je rejoins LR. C'est tout ce que l'on demande, c'est qu'on puisse gagner. Et la victoire, elle ne se fait qu'à une condition, c'est l'unité. Alors pas l'unité au sens, c'est pas la fusion une fois de plus, c'est le fait d'être capable de se tenir la main pour des sujets essentiels. Quand vous voyez que bêtement dans certaines assemblées, vous avez des élus, justement les Républicains, qui viennent voir ensuite les élus du RN en disant mais on est d'accord, d'ailleurs des deux côtés. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy selon vous en 2007 avec cette campagne axée assez à droite. Est-ce que aussi voilà, le résultat assez faible de Jean-Marie Le Pen, peut-être Nicolas Sarkozy en avait profité. Mais ça n'a pu fonctionner qu'une fois. Ça ne fonctionnera pas deux fois. Parce que justement, Nicolas Sarkozy n'a pas tenu parole. Il avait un créneau incroyable. En 2007, il a fait une campagne absolument magnifique. Tout le monde l'a salué. L'immense majorité du pays était enthousiaste, à part ceux qui le connaissaient, qui connaissaient l'homme, qui savaient à quel point il avait besoin justement d'être aimé. Tout le monde était conscient qu'il avait fait une campagne absolument irréprochable. Il avait devant lui plusieurs mois, ce qu'on a dit la crise de 2008, il a été obligé de... Non, il a eu plusieurs mois tout de même où il aurait pu faire un vrai programme de droite et répondre aux attentes de ses électeurs. Et il les a très rapidement perdus en réalité. Et c'est vraiment dommage, ça reste une frustration. Et ça, les Républicains doivent comprendre qu'ils ne pourront pas refaire le coup. Maintenant, c'est couper le cordon sanitaire, mis en place par Mitterrand, mis en place par nos ennemis communs, ou alors disparaître. Il n'y aura pas d'autre solution possible. Le coup de Sarkozy, ça a marché brillamment une fois, ça ne fonctionnera plus jamais. J'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, François Devoyer. Vous vous êtes déjà frotté au suffrage universel lors des dernières législatives. Vous étiez candidat dans l'Aisne pour le Front National. Vous avez quand même recueilli 42% des voix au second tour face à Jacques Krabal de la majorité présidentielle. Comment s'est passée cette campagne ? Écoutez, moi d'abord j'ai adoré, c'était un moment magnifique, très intense, c'est beaucoup de travail. Les gens ne se rendent pas compte à quel point prendre le risque de se présenter à une élection, c'est beaucoup de temps, aussi beaucoup de fragilité pour sa vie personnelle. Enfin, vous imaginez pour une vie de couple, une vie de famille, c'est difficile parce que vous donnez tout à cet engagement. Heureusement, c'est rare et tous les 5 ans, donc il y a un rythme qui permet de calmer le jeu, mais c'est aussi très enrichissant. Moi, j'ai adoré cette expérience. J'ai été très blessé par... je ne mesurais pas à quel point les électeurs étaient désabusés. Quand on discutait ensemble, il y avait un espoir, mais se disant de toute façon, le système est plus fort. C'est plus la peine, on va plus se déplacer. Là, pour recréer cet élan, il faudra justement une unité, une incarnation. Ça, c'était le premier enseignement. Le deuxième, c'est justement la médiocrité des élus. Et le manque de conscience qu'ils ont de ce que représente l'onction du peuple. Ça m'a effrayé. Jacques Krabal, que vous citiez, est littéralement une crapule. C'est-à-dire qu'il est d'un opportunisme impressionnant. Il a fait 4 ou 5 partis différents. C'est vraiment comment il se continue lui-même. Et c'est très triste. Il crée un clan, un système de clanique autour de lui. C'est malheureux, mais c'est encore plus malheureux de voir les représentants, parfois des LR, tenir des discours semblables finalement et n'espérer qu'une chose se continue. Je vous raconte simplement une anecdote. Le soir du premier tour, donc je savais que j'étais au deuxième tour face à Jacques Krabal, et il y a un représentant de la droite, je vais rester suffisamment flou pour ne pas le mettre mal à l'aise, qui vient me voir en me disant « Ah, mais je n'aime pas cet homme, je vous promets, demain, j'appelle à voter pour vous, parce que ce type est vraiment... ce n'est pas possible de travailler avec quelqu'un de pareil, il va détruire notre région. » Bon, le lendemain, il avait eu un coup de fil de son parti, et il a fait un appel républicain à bien entendu, éviter l'hydre, le serpent, le dragon du Rassemblement national. C'est tragique, si vous voulez. Et les électeurs le sentent, ça. Donc le dégoût, c'est justement ce genre de comportement qui le crée. Et malheureusement, les gens sincères et engagés, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas forcément ceux qui jouent le plus des coudes, dont la voix porte le plus, parce que justement, ils ont l'humilité et la discrétion de réaliser ce que c'est que la souveraineté populaire. Je l'ai dit tout à l'heure, François Devoyer, excusez-moi, vous êtes chef d'entreprise et j'ai lu l'autre jour cette interview de vous qui datait de l'an dernier. Vous avez cette annonce de l'air pour les entrepreneurs, de la visibilité pour les indépendants, de la protection pour nos industries, du soutien pour nos zones rurales et de la considération pour nos créateurs. Comment vous voyez cette politique? Comment donner
donner du sens à ces mots? Alors, c'est justement, merci de poser la question, c'est pour ça que nous avons justement choisi l'entrepreneuriat comme cœur aussi d'Alliance des droites, parce que c'est du bon sens. Je pense que personne ne peut être en désaccord avec cette phrase que ce soit du RN jusqu'à la gauche des LR. Nous, on va travailler sur la programmatique, là. On va proposer des choses avec le Cercle Audace pour les municipales sur différentes thématiques comme l'urbanisme, comme la fiscalité locale. Pour répondre précisément, donc le temps viendra au moment des élections. On va travailler sur certains sujets. On a heureusement des spécialistes qui, sur chaque thématique, vont dépioter chaque thème. Mais si vous voulez, généralement, c'est trouver un point d'accord commun. Généralement, c'est le bon sens. Ce que j'ai dit à l'occasion de cette interview, c'est ce que vit tout artisan, tout chef d'entreprise, même d'une très grosse PME, même d'un établissement de taille intermédiaire. Donnez-nous de l'air, c'est pas systématiquement baisser les impôts, c'est pas créer de nouvelles niches fiscales pour mettre l'argent à l'abri, c'est simplement laissez-nous faire notre travail d'entrepreneur, laissez-nous créer de l'emploi, laissez-nous développer le cœur de notre métier au lieu de perdre du temps justement dans des contraintes administratives qui sont vexatoires et souvent inutiles. Vous le dites, François Devoyer, vous estimez que la droite enracinée a gagné la bataille des idées. Qu'est-ce qui vous permet d'assurer une telle chose? Effectivement, moi je crois, quand j'entends parfois que la droite ne pense pas, au contraire, je pense qu'elle commence à penser un peu trop. Les LR ne pensent pas. Et ils ont payé le fait de ne pas penser. Il y a une dichotomie justement entre un candidat qui pensait et un appareil qui avait oublié de penser depuis des années. Mais la droite, en général, elle a des penseurs. Elle a des références solides. Elle a d'ailleurs réactivé des auteurs qui avaient été plus ou moins oubliés. Je pense à Chesterton, je pense à Bernanos, je pense qu'ils n'ont jamais été autant lus à droite qu'aujourd'hui. Ça, c'est une nouveauté. D'ailleurs, c'est très agréable d'avoir des discussions. Aujourd'hui, la culture est à droite. Dans la nouvelle génération, j'entends. Je ne sais pas pour la génération des baby-boomers, mais en tout cas, c'est vrai que pour notre génération, la culture est chez nous. Maintenant, il y a le temps de l'action. Il faut arrêter justement de se perdre dans les querelles de sémantique. Et donc, il faut passer, voilà, pour vous citer les auteurs anciens, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Bob Coté, un Zemmour, à sa façon, parce que c'est du souverainisme, une Natacha Polony. Quand vous voyez Onfray, qui est devenu un penseur réactionnaire, certes, il vient de la gauche, bien sûr qu'il a encore énormément de réflexes de gauche, mais il finit aujourd'hui par nourrir la réflexion de la droite. Donc, des sources de nourriture intellectuelle et culturelle, nous en avons pléthore. Maintenant, il faut agir, et on manque encore un peu de volonté, un peu d'unité, et puis viendra le temps de l'action, justement. Donc, coordination d'abord, unité, et ensuite action. Ça sera les mots de la fin de cet entretien. Merci François Devoyer d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Merci beaucoup pour votre invitation.